Donc, bonsoir à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous accueillir ici. Merci d'avoir fait le déplacement malgré un temps un peu mitigé, mais on va avoir au cours de la table ronde des témoignages de la Bolivie, donc qui vont nous amener un petit peu de soleil, ça va être sympathique. Je m'appelle Alice Khelifa, moi je travaille pour la Fondation Zoé, qui est basée à Genève, qui travaille sur les nouveaux modèles économiques dans la transition écologique. Donc, je suis ravie d'être avec vous ce soir, parce que nous travaillons aussi forcément dans les nouveaux imaginaires et imaginer ensemble le commerce de demain. Donc j'ai la chance de modérer cette table ronde, merci beaucoup. Et donc ce soir, il va être question bien évidemment de commerce équitable, mais aussi de bilan carbone qui n'est pas toujours évident à faire dans ce domaine-là. Commerce équitable, effectivement, des filières très intéressantes, et puis c'est assez pionnier de s'intéresser aujourd'hui, bien évidemment, dans ces temps de bouleversement climatique, à l'impact des produits que nous consommons. Donc nous avons la chance d'avoir ce soir en exclusivité les résultats de cette étude qui ont été menés par Quantus, donc Quantis, comment je dis Quantus? On peut dire Quantus ou Quantus? Quantis, tout simplement, on va y arriver. L'accent. Quantis, donc un cabinet de conseil en développement durable avec Vincent Rossi à mes côtés. À côté de Vincent, nous avons Marie-Claire Pellerin, qui est donc directrice de Claro Fairtrade, de connaître aussi cette structure. En ligne, nous aurons de la Bolivie Hébert Jora, si on dit en espagnol, donc, qui est dans la coopérative El Seibo, qui travaille sur le cacao. Et puis voilà, on va pouvoir discuter tous ensemble pendant 1 heure environ. Je vais passer la parole tout de suite à Lara Baronzini, donc des magasins du Monde, qui est donc porte-parole et coordinatrice. Merci beaucoup Alice. Alors, pour moi, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui à cette table ronde qui s'inscrit, comme vous le voyez, dans la campagne en climat de solidarité des magasins du Monde et qui met l'accent sur le commerce équitable en tant que modèle économique alternatif. Et puis, l'objectif, c'était de rendre visible tout ce que le commerce équitable en tant que modèle économique alternatif peut faire pour lutter contre le réchauffement climatique et en général pour la protection de l'environnement. Je tiens à remercier les personnes, les intervenants, ainsi qu'Alice pour sa modération et Arnaud pour le côté technique. Je vais dire juste quelques mots avant de laisser la parole à nos invités. Donc, les magasins du Monde existent depuis presque 50 ans et sont des acteurs de ce que l'on nomme la filière intégrée du commerce équitable. Donc, c'est une filière qui est chapeautée par la WFTO, donc c'est l'Organisation mondiale du commerce équitable. Et cette filière garantit que les organisations qui la composent font du commerce équitable dans toutes leurs activités, en partant des producteurs, en passant par les importateurs, jusqu'aux magasins au nord, donc à nos latitudes. Donc peut-être pas tout le monde le sait, mais les magasins du Monde, c'est des associations à but non lucratif. Et le principal importateur et notre principal fournisseur, Claro, c'est une structure qui reverse les bénéfices dans le fonds de promotion des producteurs. Donc c'est vraiment un autre modèle économique, il n'y a pas d'actionnaires qui vont être rémunérés à la fin de l'année avec les bénéfices du commerce. Voilà, tout ça pour dire que le commerce équitable dans lequel les magasins du Monde s'inscrivent, c'est celui de la filière et se différencie du commerce équitable de la filière labellisée, qui labellise des produits et puis qui peuvent être produits, importés et puis vendus par des acteurs qui par ailleurs peuvent avoir des activités dans le commerce traditionnel avec des valeurs qui s'inscrivent dans le commerce traditionnel. Voilà, ça c'était juste un moment. Alors face à l'urgence liée au réchauffement climatique, la pertinence du commerce équitable est parfois remise en question en raison du bilan CO2 du transport intercontinental. Et au niveau des magasins du Monde, on a voulu y voir plus clair, d'où la collaboration avec Quantis pour faire l'analyse en bilan CO2 de quelques produits qu'on vend dans les magasins du Monde. Et je saisis l'occasion pour remercier Vincent qui a fait un immense travail, dont une grosse partie à titre bénévole. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut renoncer au commerce équitable et consommer que des produits locaux? Combien pèse le transport intercontinental dans le bilan global d'un produit? Et puis d'ailleurs, qu'est-ce que le bilan CO2 prend en compte et qu'est-ce qu'il ne voit pas quand on fait un type d'analyse quantitative de ce type-là? Et pour tout ce qui est aspects sociaux, solidarité, injustice climatique,
Comment s'assurer que la transition écologique n'en fasse pas l'impasse? Ça, c'est autant de questions qui se posent et auxquelles on espère pouvoir apporter des éléments de réponse aujourd'hui. Je vous avoue que la démarche n'a pas été facile. Donc, on a décidé de faire la comparaison du sucre de canne brut qui vient des Philippines, entre autres, avec du sucre de betterave suisse. Donc, on pourrait nous dire déjà que c'est une comparaison hasardeuse, ne serait-ce que pour le fait que ce n'est pas les mêmes produits, ils n'ont pas les mêmes valeurs nutritionnelles et ils n'ont pas la même valeur gustative. Voilà, de premier abord, on pourrait nous dire, mais vous êtes tiré d'une balle dans le pied en faisant une comparaison comme ça. Mais en réalité, le Muscovado, donc le sucre qui est là, il s'en sort pas si mal au niveau du bilan CO2 par rapport au sucre de betterave suisse. Et surtout, le bilan CO2, ce n'est pas le seul facteur qu'il faut prendre en compte quand on réfléchit en termes de limites planétaires. Parce que la perte et l'érosion de la biodiversité, avec bien sûr le dérèglement climatique, fait partie des limites planétaires qui aujourd'hui malheureusement sont déjà dépassées. Donc on a deux facteurs très importants qu'il faut prendre en compte. Donc bien qu'elle se basant sur un indicateur qui est quantitatif, qui ne prend pas forcément en compte tous les aspects environnementaux dans la perte de biodiversité, la démarche du bilan CO2 est quand même intéressante pour nous, pour voir qu'est-ce qu'à nos latitudes on peut faire pour diminuer l'empreinte carbone de cette filière. Notre difficulté qui est liée à la démarche qu'on a faite, c'est que nous ne pouvons pas faire abstraction de l'injustice climatique et du constat que les populations les plus touchées sont celles qui sont les plus pauvres et qui ont contribué le moins à la situation climatique qu'on a aujourd'hui. Donc, nous sommes un peu retrouvés dans la situation de demander des chiffres à nos partenaires aux Philippines pour établir le bilan CO2 de la production du sucre. Et en même temps, les productrices et les producteurs étaient directement impactés par les ravages du dérèglement climatique. En décembre 2021, il y a le typhon Rai qui s'est abattu sur les Philippines en faisant plusieurs victimes et qui a fortement touché l'agriculture à un moment où le riz était prêt à être récolté et aussi la moitié de la production de canne à sucre. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose, c'est pas que des paroles en l'air de dire que les populations les plus démunies sont en première ligne. Là, on a vraiment eu un constat, et puis on était là, mais les chiffres, ils n'arrivent pas, comment on fait? Et on était un peu gênés d'aller leur demander des chiffres alors qu'ils vivaient quelque chose, voilà, une catastrophe de ce niveau-là. Donc du coup, on est arrivé un peu au paradoxe de demander aux plus démunis, à ceux qui sont en première ligne, de nous rendre compte par rapport à leur façon de produire, alors que les personnes qui sont responsables de la situation dans laquelle on se trouve, elles sont à nos latitudes, et que par ailleurs, le système qui est ravageur, qui met le profit au centre des priorités et qui amène à des concentrations de richesses indécentes, continue de plus belle et puis atteint vraiment des niveaux absurdes avec des personnes qui font des voyages en apesanteur et qui imaginent de développer le tourisme spatial. Donc aujourd'hui, la pression elle est de plus en plus forte pour que les productrices et les producteurs changent leur façon de faire et qu'ils s'engagent dans la transition écologique. Et la plupart du temps, on leur demande de s'assumer cette responsabilité sans leur donner les moyens financiers, en les mettant dans des situations économiques encore plus difficiles. Au-delà du principe 10 de la WFTO, donc de la filière intégrée du commerce équitable, qui demande le respect de l'environnement dans toutes les étapes de la production et de la commercialisation, il y a la logique solidaire du commerce équitable qui place le vivant au centre et avant le profit et qu'il faut analyser dans sa totalité. Alors, on a les rémunérations. Bon, voilà, non seulement le commerce équitable établit des partenariats dans le long terme avec les productrices et les producteurs, mais il les accompagne aussi pour la transition écologique, y compris avec du soutien financier. Il joue également un rôle important pour les soutenir face aux effets de dérèglement climatique, avec des rémunérations équitables, des primes, le cofinancement avant les récoltes. Et tous ces principes permettent de renforcer la résilience des productrices et des producteurs et de les aider à faire face aux aléas climatiques.
Tout en valorisant l'agriculture familiale, le commerce équitable permet aussi de développer, ou d'ailleurs de maintenir, des pratiques agroécologiques dans les pays du Sud. D'ailleurs, 80% des produits alimentaires qui sont issus du commerce équitable, ils sont aussi biologiques. Dernièrement, bon, disons, ça fait 10 ans qu'en France, ils ont lancé l'initiative du commerce équitable Origine France. Et on a fait le constat que le commerce équitable pourrait être aussi un levier pour s'engager dans la transition agroécologique à nos latitudes. Après, je voulais juste dire aussi qu'au niveau de la filière intégrée du commerce équitable, la préoccupation de développer les capacités de production, de transformation au niveau local, et puis le fait de développer davantage des capacités de commercialisation au niveau local, sud-sud, fait aussi partie de la préoccupation. Donc, en conclusion, je pense qu'il est important de veiller à ce que la transition écologique se fasse, mais que ça ne soit pas un repli sur soi. Il faut veiller à ce qu'elle se fasse de manière équitable, car nous sommes persuadés qu'il n'y aura pas de justice climatique sans justice économique. Et donc, du coup, que ce soit au niveau du commerce local, du commerce équitable, il est impératif aujourd'hui de soutenir des modèles économiques alternatifs qui sont engagés dans la transition écologique et sociale. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire, et je vous laisse la parole. Merci beaucoup, merci à vous. Merci Lara, oui, vous pouvez applaudir. Je crois que le micro ne marche pas, mais bon, vous m'entendez bien, je suis sur... en tout cas, voilà, on voit bien, Lara, avec toute cette présentation, qu'on s'inscrit dans cette campagne de justice climatique voilà, menée par Magasin du Monde, qui vous tient aussi vraiment à cœur. On pas uniquement sur les produits, sur les magasins, mais aussi sur une campagne qu'on mène voilà, pour un petit peu de campagne de prise de conscience, quoi, plus large sur les rapports nord-sud. Alors, à mes côtés, Vincent Rossi, donc expert en éco-bilan chez Antis, cabinet de conseil en développement durable. Donc, je vous donne la parole, sachant que comme nous avons la chance d'avoir un témoignage de Bolivie et puis aussi témoignage par rapport à la culture du sucre aux Philippines. Vincent voilà, va pas forcément aller sur les détails sur place, on va pouvoir avoir ces primeurs-là. Donc je vous laisse la parole. Merci. Ok. Donc, merci beaucoup. Pour ceux qui sont via Facebook, il faut quand même parler. D'accord, oui, très bien. Alors, c'est l'autre qui marche mieux. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que je vais parler un petit peu de moi avant d'entrer directement dans le vif du sujet. Je vais parler un peu de Quantis parce que c'est une entreprise qui a été fondée il y a un peu plus de 15 ans maintenant à Lausanne. J'étais le premier employé et j'y suis toujours. Et c'était les débuts, enfin je veux dire, en 15 ans, j'ai pu voir une évolution incroyable de la prise en considération des impératifs environnementaux. Et j'ai envie de dire, ça a été exponentiel. C'est-à-dire que ça a commencé gentiment, c'était une lente évolution, et ces dernières années, ça a commencé à accélérer. Et maintenant, c'est incroyable ce qui se passe, parce qu'il y a maintenant, enfin, notre boîte qui a commencé donc tout petit, moi je faisais des emballages, les impacts des emballages pour un géo de l'agroalimentaire Vaison, des capsules de café versus les autres manières de faire du café, des comparaisons comme ça, où petit à petit on a progressé, on a appris à faire les impacts du café lui-même ou les impacts du chocolat lui-même, et ensuite on s'est rendu compte que le problème ça venait de la déforestation, donc on a appris à quantifier les impacts de la déforestation et à trouver la quantité de déforestation qui était liée à chaque kilo de produit. Tout ça on l'a développé. On a commencé à faire prendre conscience certaines entreprises de ces enjeux-là. Et puis, ces derniers temps, il y a eu une accélération incroyable. Il y a des entreprises qui étaient larguées jusqu'à aujourd'hui, qui commencent à dire qu'on perd des clients parce qu'ils nous posent des questions sur le climat, on ne sait même pas ce que c'est. Enfin, on ne connaît pas le problème. C'est incroyable, ça c'est 2020. Des entreprises qui ne savent pas qu'il y a un problème avec le climat. Et puis, ensuite, là maintenant, notre entreprise, petite boîte où j'étais tout seul en 2005, on est passé 250 et on vient de se faire racheter par un des plus grands bureaux de conseil stratégique du monde. Et ça veut dire que maintenant, on va commencer, donc, le petit gars qu'on était
toqué à la porte des gens qui n'avaient pas de budget pour faire de l'environnement dans des grosses boîtes. Maintenant, on va parler directement à ce qu'on appelle la C-suite, c'est tous les CEO, les Chief Financial Officer, enfin le plus haut top du management des grosses boîtes du monde, et on va leur dire un peu comment ils vont devoir s'organiser pour arrêter de déforester, pour arrêter d'utiliser les énergies fossiles, pour réviser complètement leur manière de produire de l'agriculture, et puis, dans beaucoup de cas, comment ils vont faire pour se passer de viande et de lait, parce que la production bovine, c'est juste catastrophique, et c'est un des premiers trucs qu'il faut arrêter, et ça, on n'est pas prêt, personne n'est prêt d'arrêter ça. Et puis, évidemment, il faut aussi parler aux collectivités publiques, de tous les niveaux, pour leur expliquer qu'il va falloir expliquer aux gens d'arrêter la voiture complètement. Et ça aussi, on n'est pas prêt. Mais ce qui est génial, c'est qu'on voit maintenant ce déclic, j'ai pas envie de me faux espoir non plus, mais il y a une accélération incroyable de l'attention à ce qu'on dit depuis 20 ans, 15 ans pour ce qui est sous la casquette Quantis, mais ça fait bien longtemps, et ici il y a des verts parmi vous, ils savent très bien de quoi on parle quand on dit on se bat depuis longtemps sur les problèmes environnementaux, et là il y a une attention incroyable qui arrive. Alors voilà, donc ça c'était pour un peu de mon background, et puis j'ai fait une allusion politique, c'est que j'ai aussi été conseiller communal à Lausanne sous l'étiquette verte pendant 15 ans. Alors, on a voilà, cette présentation, donc on va passer en revue les produits qui sont présentés là devant nous, le sucre et le chocolat, conventionnel versus bio-équitable. Et puis, on va parler du bilan CO2. Le bilan CO2, c'est très pratique, beaucoup de gens l'utilisent, tout le monde l'utilise, toutes les entreprises veulent ça. Il faut savoir que c'est un bon indicateur, mais ça ne couvre pas tout. Mais c'est un bon indicateur quand même. C'est une thématique qui est très importante, c'est un driver, on dit, c'est ce qui va faire, enfin, c'est ce qui est en train de conduire à un effondrement de la biodiversité, c'est ce qui est en train de faire, enfin, comment dire, qui engendre un nombre incroyable de catastrophes. Donc c'est évidemment une priorité absolue. Ça couvre de nombreuses problématiques environnementales qui sont liées aux émissions de CO2. Évidemment la pollution qui est liée à la combustion des carburants. C'est l'usage d'engrais, parce que les engrais, lorsqu'on les utilise souvent, c'est les engrais azotés, émettent du N2O, qui est aussi un gaz à effet de serre très puissant. Donc chaque fois qu'il y a beaucoup d'engrais qui est utilisé, ça se voit en termes de climat, sur l'indicateur CO2. Évidemment la déforestation, qui engendre de grosses pertes de carbone, stock de carbone, de même que l'érosion du sol. L'usage d'énergie en général dans tous les procédés industriels, souvent c'est de l'électricité en grande partie fossile ou du gaz naturel, du carburant qui sont d'origine fossile, donc ça se voit. Et finalement l'usage des plastiques qui sont encore dans la immense majorité fossiles. Voilà. Il y a des choses que le CO2 ne couvre pas. D'autres problématiques qui passent à travers le trou de la couche d'ozone, qui a quand même connu c'est un des succès du combat écologique lorsqu'on a signé le protocole de Stockholm, sauf erreur, lorsqu'on a pu supprimer un grand de gaz qui était responsable de ce trou de la couche d'ozone. L'eutrophisation des cours d'eau liée à l'usage d'engrais en trop grande quantité, et tous les nécropolluants, les perturbateurs endocriniens, les cancérogènes, les biocides et autres, ça passe, c'est complètement inaperçu sur l'indicateur CO2. Et aussi les fuites radioactives et les espèces invasives. Mais sinon, le CO2 est quand même un indicateur bien classique. Et je vous permettrai de compléter déjà à ce niveau-là. L'autre grosse demande maintenant des entreprises, c'est justement de compléter cette image en demandant des bilans d'usage de l'eau. Et puis, surtout, plus intéressant, les bilans biodiversité. Et là, on s'achemine maintenant vers des indicateurs de biodiversité qui auraient aussi
des crédits biodiversité, comment on fait pour les crédits CO2, un marché des crédits biodiversité. Bref, là, c'est en train de se préparer. Je ne sais pas quel succès ça aura, mais en tout cas, la prise en considération des impacts sur la biodiversité, c'est quelque chose d'essentiel. Et on travaille justement sur la quantification des pertes de biodiversité. Bref, alors, venons-en à ce qu'on compare. Merci. On a donc à ma gauche Mascobado, produit équitable des Philippines. On aura une description plus complète de comment il est produit et dans quelles conditions tout à l'heure. Mais on voit qu'il est dans un carton. Et dans ce carton, il y a une poche en plastique qui contient le sucre. Canne à sucre produite dans les Philippines. On va la comparer à la canne à sucre conventionnelle qui vient du Brésil et qui, lui, serait livré dans un sachet en papier. Comme vous les connaissez pour ce qui est des sucres conventionnels de betterave qu'on produit en Europe et qui seront aussi mentionnés ici. Donc la version conventionnelle suisse et la version conventionnelle allemande. Parce que c'est la partie électricité qui fait une grosse différence dans le bilan. Et puis le trajet. Alors allons-y, résultat. Attendez, je crois qu'elle est ici. Est-ce que je peux le lever? À partir de là, j'ai besoin de pouvoir désigner les choses sur l'écran. Voilà. Donc, vous voyez, c'est l'impact qui est représenté sous forme verticale en grammes de CO2 par kilo de sucre. Donc, on est pratiquement, enfin, l'échelle, c'est donc à peu près 1 kg de CO2 par kilo de sucre. Est-ce que c'est beaucoup? Une voiture, c'est à peu près à ce niveau-là chaque kilomètre. Donc, si vous faites 10 km, ben, vous êtes déjà au double d'un kilo de sucre. Ça veut dire en gros que la voiture a beaucoup d'impact. Ça ne veut pas dire que le sucre a peu d'impact. Ce qui domine de Mascobado aux Philippines, vous voyez que la partie agricole, c'est en vert, c'est tout petit. Très peu d'impact de la partie agricole, parce que par des pratiques de culture qui sont en fait très peu intensives, qui sont humaines, mais pas très peu mécanisées. Et très peu pas de phytosanitaire, à ma connaissance, donc ça veut dire qu'il n'y a pas les impacts des engrais. Ce qui fait qu'on a une partie agricole qui est très basse. Il n'y a pas de partie liée à la déforestation. Ici, c'est un taux de déforestation qui est relativement bas. Ça dépend, il y a beaucoup d'études qui montrent des résultats très différents, mais là, pour le Brésil, j'ai considéré une région où il y a assez peu de déforestation, et je n'ai pas voulu prendre toute la déforestation liée, enfin indirectement liée à la politique nationale. Ensuite, on a en rouge et rose la partie extraction du sucre, et là, on a un problème, c'est qu'on a une petite échelle, et l'efficacité de l'équipement, semble-t-il, n'est pas au top, en tout cas par rapport à une grosse raffinerie de sucre brésilienne. Donc on a beaucoup plus d'impact par kilo que la partie rouge au Brésil. La partie rose, c'était juste pour montrer en particulier l'usage de diesel du site, qui est vraiment qui semble énorme. Après, dans les différentes couleurs de bleu, là, on a les emballages, et c'est dominé par la boîte en carton que je vous ai montré. Malheureusement, c'est quelque chose qui a quand même un certain impact de production, c'est assez lourd par rapport au total de sucre, donc ça ressort assez fort. Mais ce qui ressort aussi beaucoup, c'est les transports. Il y a un transport déjà qui se fait au pays d'origine, avant de rejoindre le port où il sera exporté sur des milliers de kilomètres en cargo, et finalement il y a encore un transport en camion de l'Europe. Et ça, ça paraît c'est beaucoup, parce que le sucre finalement c'est quelque chose d'assez peu travaillé comme produit, on va le comparer après au chocolat, mais ça veut dire que finalement les transports et les emballages ressortent beaucoup par rapport au kilo brut. Je prends maintenant le Brésil. On a alors un immense impact de l'agriculture sucrière qui a une beaucoup plus grande intensité mécanique et phytosanitaire. Et puis on a beaucoup moins d'emballage, puisque je vous ai dit, j'ai pris un emballage en papier beaucoup plus fin. Et finalement, on a quelque chose d'assez équivalent en termes de transport. Là, le trajet transocéanique est plus court. Par contre, on a plus de transport au pays d'origine, parce que les plantations sont assez loin de la côte, donc on a plus de camions depuis les terres.
Et maintenant, vous voyez bien que la betterave, alors, elle s'en sort très bien. Parce que on évite évidemment beaucoup de transports internationaux, on a un emballage qui est fin, et puis les impacts de production sur l'indicateur CO2 sont assez faibles. Ils sont pas avantageux. L'extraction du sucre en Suisse a moins d'impact qu'en Allemagne, c'est sans doute lié au mix électrique. C'est beaucoup plus charbonné en Allemagne qu'en Suisse. Vous savez que la Suisse a un mix électrique assez exemplaire. Alors là, c'est la production qui est exemplaire. La consommation, elle se mélange avec un peu ce qui est produit à l'étranger, mais au gros, ça nous fait ces proportions-là. Et puis on voit bien aussi le petit trait de 13 en camion qui est un peu plus grand ici. C'est ce vert foncé qui est beaucoup plus petit là. Voilà. Il y a un crédit qu'on peut attribuer à l'installation des emballages et la chaleur qu'on récupère. C'est pas énorme, enfin voilà, on peut le mentionner. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est pénalisant, on n'est pas très heureux de voir que finalement, on ferait mieux de consommer local. Alors, j'ai dit, avant de passer à la suite, j'ai dit aussi, là c'est le climat, c'est les impacts CO2. Pour ce qui est de la biodiversité, on a malheureusement, avec l'agriculture de la betterave, un usage intensif de pesticides qui ne sont pas visibles ici, et qui posent des énormes problèmes de biodiversité et un effondrement de population d'insectes qui va forcément donner lieu à un effondrement de population d'oiseaux, parce que une partie des oiseaux qui mangent les insectes. Et bref, un effet cascade qui a débuté. Ça veut dire que maintenant on a déjà 70% moins d'insectes en Europe. C'est pas du tout négligeable et je pense que vous vous souvenez de l'époque où il fallait nettoyer le pare-brise dès qu'on prenait l'autoroute en été. C'est fini. Plus besoin de nettoyer le pare-brise. Ça, c'est un point que je vais mentionner. Ensuite, celle suivante, c'est le fait que la plantation Mascobado Philippines est accompagnée d'une plantation d'arbres qui n'est pas certifiée. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un crédit qu'on peut officiellement attribuer, un crédit de CO2 qu'on peut officiellement attribuer à la plantation, mais c'est illustratif. En fait, ils plantent suffisamment d'arbres pour complètement neutraliser l'impact de cette production aux Philippines. Il y a pas mal d'incertitudes là-dessus, c'est-à-dire que ça peut être la moitié, ça peut être le double, c'est très incertain, mais on a un ordre de grandeur qui est quand même excellent. Voilà pour les sucres. Je ne sais pas si vous avez, il y a quelqu'un qui devrait poser une question à ce stade. Parce que donc, si j'ai bien compris, le sucre des Philippines, c'est un sucre bio, quoi, on est d'accord. Oui, c'est un sucre bio. Voilà. Je crois. Merci. Question, pourquoi vous n'avez pas pris en comparaison un sucre blanc, suisse, bio? Ou, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Parce que je n'avais pas de données. Ok. Simplement. Ça, c'est quelque chose. C'est vrai que j'aurais pu. S'il y avait aussi, c'était pas prévu d'ajouter ça, donc en fait, vous l'ajoutez, mais je n'avais pas eu le temps d'aller chercher les données. Mais c'est vrai que ça va être intéressant. Après, je peux dire, c'est moi aussi qui. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est moi aussi qui. On voulait aussi faire une comparaison avec du sucre pas forcément bio, parce qu'il y a souvent cet argument, on consomme local, il ne faut plus importer, mais c'était aussi pour pouvoir démontrer que consommer local, ce n'est pas forcément mieux que de consommer un produit du commerce équitable, biologique. Donc c'était surtout nous qui avions demandé de faire une comparaison avec un produit local, pas forcément bio. Sur la reforestation en Philippines, comment est-ce qu'on arriverait à mieux estimer la qualité de la reforestation et son impact de compensation? Alors, comment mieux quantifier la qualité de la reforestation? Alors ça, c'est simplement en ayant des interlocuteurs qui peuvent nous fournir les réponses. En fait, comme le projet n'est pas certifié, il n'a pas été complètement affiné au niveau des données et eux-mêmes ne savent pas exactement.
Donc, je ne sais pas s'il y aura des réponses plus précises après, mais jusque-là, ils n'ont pas réussi à nous confirmer nos calculs. Parce qu'évidemment, ça fait une différence si c'est des palmiers à huile ou... Non, alors ça, ce qui est planté, c'est des arbres. C'est pas de la production agricole, c'est peut-être quelque chose qui peut être utilisé comme bois plus tard. Mais... Ouais. Oui, effectivement, les questions, c'est vrai qu'on en a beaucoup. Moi, j'en ai en plus qui s'ajoutent. Mais effectivement, après, avec le tour de parole, vous allez avoir voilà, la réponse approfondie. Et bien évidemment, on aura un temps dédié après pour toute une discussion. Mais c'est vrai que ça va faire beaucoup de questions qui s'accumulent pour vous. Donc, si vous voulez prendre des notes, n'hésitez pas. Vincent, on vous écoute. On passe à la suite. Alors maintenant, on va comparer les chocolats avec... Enfin, les chocolats entre eux. Ceux qu'on a ici, c'est pas exactement celui que j'ai comparé avec. Bon, on peut les voir, il y a quelques différences. Mais voilà, il s'agit donc d'un chocolat Mascao bolivien qui vient de l'agroforesterie. L'agroforesterie se caractérise par des productions où il y a beaucoup d'arbres qui ne sont pas liés à la production agricole ou qui peuvent être des appoints agricoles mais qui ne sont pas la partie cacao. Donc il peut y avoir de l'avocat, il peut y avoir d'autres choses. Mais c'est surtout une grande diversité de plantes. Ici, j'ai pas trouvé, il n'y a pas de belles photos de monoculture de cacao, mais ici on voit bien que en fait, c'est que des arbres de cacao qui sont présents. Et là, c'est donc une marque inconnue qui a servi de référence pour cette comparaison. Et puis, on voit les résultats. Et là, ce qui frappe, c'est vraiment la déforestation. Donc j'ai fait 2 fois le graphique, une fois avec la déforestation, puis une fois pour pouvoir voir un peu mieux les détails sans la déforestation. Alors, en fait, il y a une dégradation qui est assez massive en Afrique de l'Ouest, Ghana et Côte d'Ivoire. C'est de là que viennent les 80-90% du cacao mondial. Donc tout le cacao conventionnel vient de là en général. Et puis, cette dégradation, elle est assez progressive. Ce n'est pas à la manière du soja ou de l'huile de palme, où on voit très bien une coupe claire de la forêt vierge, qui est ensuite remplacée par des palmiers tous les 9 mètres. Mais on a en fait une entrée progressive de petits paysans qui vont dans la forêt, qui plantent du cacao, qui suppriment petit à petit les arbres. Et puis, généralement, les arbres finissent par être complètement supprimés, mais la couverture forestière n'a jamais été entièrement supprimée. C'est-à-dire que ça a été remplacé par du cacao. Alors, néanmoins, c'est quand même de la déforestation avec une forte perte de carbone, puisqu'on a remplacé les gros arbres, un couvert végétal très, très important, par une seule couche d'arbres plutôt petits, puisque les cacaos ne sont pas des très grands arbres. Donc il y a une forte perte de carbone liée à la déforestation, cette dégradation forestière. Donc là, on a une plaque, les impacts sont exprimés par plaque de 100 grammes. On a déjà 1 kg de CO2 passé par plaque de 100 grammes. Donc il faut quand même faire 5 km de voiture pour faire l'impact d'une plaque de chocolat conventionnelle. Alors, voyons ensuite les détails. Alors, en fait, j'ai fait une plaque qui était la même pour les 2 cas. C'est une plaque un peu plus plate que celle-ci, qui est emballée en carton quand même, et avec un film d'aluminium autour du plastique, autour du chocolat. Et là, vous voyez qu'ils ont en fait un plastique, et c'est même pas un plastique conventionnel, c'est un plastique biodégradable, compostable, fabriqué à partir de bois. Et je ne sais pas, je découvre ça, je ne connais pas les détails, mais très bien. C'est certainement mieux que l'aluminium, en tout cas, en termes d'impact. Je fais tourner les échantillons, ça ne fait rien. Donc ici, on a 2 plaques qui sont identiques. Et puis même la transformation du chocolat, le tranchage, etc. sont identiques. Donc ça va se différencier au niveau de la production du cacao et des autres ingrédients. La production du cacao, dans le cadre d'une agroforesterie,
on a assez peu d'impact par kilo, c'est peu mécanisé de nouveau, il peut y avoir des coproduits qui font qu'il y a un certain nombre d'impacts qui sont partagés avec d'autres choses que le cacao. Donc finalement, par kilo de cacao produit, on a des impacts qui sont relativement bas comparé au cacao conventionnel. Et puis, ce qui est très notable, c'est ce gros truc rose ici, c'est tout simplement le beurre. Dans le conventionnel, il y a quelques grammes de beurre de lait de vache qui a des impacts en fait dus à la fermentation empirique, dus à la déforestation liée au fourrage, qui se retrouvent massifs juste à cause de ça. Donc, je ne vous explique pas, maintenant si on avait, enfin, je ne vous fais pas la comparaison du lait de vache, du lait végétal, mais ça donne un petit indice. Donc, après, on a la transformation en cacao, en chocolat. Là, j'ai pris le cas où c'est fait en Suisse. C'est Bernheim qui fait ça à Kreuzlingen, merci. C'est extrêmement loin en Suisse. Et puis, mais donc, on a de l'électricité suisse dans les deux cas. C'est ça que je veux dire, il n'y a pas de changement entre les deux, c'est la différence entre les deux. Et puis, on a ensuite l'emballage qui est situé là, donc c'est complètement dominé par le film en aluminium. Et une de mes recommandations dans l'étude, c'était de remplacer ce film en aluminium par autre chose. Je vois que c'est déjà fait dans ce cas-là. Peut-être que ça va venir aussi pour les autres plaques. Et celles qui sont plus plates, que j'ai illustrées avant, elles sont peut-être un peu plus premium comme marché, comme segment. Je ne sais pas. En tout cas, c'est les meilleurs du monde. Donc, pour moi, c'est clairement les premium. Mais enfin, j'espère qu'ils vont quand même aussi abandonner l'aluminium bientôt. Et puis les transports, il y a une chose qui se différencie ici, c'est que le transport au pays d'origine, évidemment, ah oui, on est pénalisé. La Bolivie n'a pas de port. Elle doit traverser les Andes pour arriver à un port péruvien. Et donc ça complique, ça a un impact assez fort qui se voit ici. Voilà. Les autres ingrédients, c'est la production de sucre essentiellement. Qui sont... Je n'ai pas été dans les détails là-dedans, mais ça n'a pas un gros impact. Dans ce cas-là, c'est du paraguayen, sans déforestation. Dans ce cas-là, c'est du sucre conventionnel européen. Donc il n'y a pas beaucoup de... Au final, ça, on ne voit pas tant de différence. Ben, voilà. Je crois qu'on va passer aux conclusions. J'ai encore un peu de texte au niveau des conclusions. La première conclusion pour moi, c'est que la déforestation, c'est quelque chose, c'est le fléau numéro 1, priorité absolue. C'est vraiment la chose qu'il faut arrêter tout de suite. Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre 2030, il faut arrêter tout de suite. C'est ce qu'on dit dans beaucoup d'entreprises qui sont très embêtées parce qu'elles ne savent pas comment faire. Mais il faut arrêter tout de suite. Et c'est un problème qui touche tout le monde. C'est-à-dire même le commerce équitable dans la région de Bolivie où les produits de Mascao, il y a beaucoup de déforestation. Alors, on a fait l'hypothèse que ce n'était pas dû à cette coopérative qui a implanté depuis longtemps et qui semble-t-il, n'est pas responsable de ça, mais n'empêche que c'est une responsabilité commune aussi. Donc, c'est quelque chose que je pointe en premier. Ensuite, voilà, là, c'est un résumé de ce que je vous ai dit, donc je pense que je ne vais pas relire tout ça. Je pense que c'est plus pour si on veut partager la présentation. Mais les améliorations possibles que j'ai proposées, c'était l'efficacité énergétique de la production du sucre en Philippines et puis la réduction de l'emballage. Et pour le chocolat, l'amélioration possible, c'est la gestion des cabosses vides. Les cabosses, une fois qu'elles sont vidées, comment ça s'appelle les cabosses? Elles sont vides, ça porte un nom. En anglais, c'est husks, mais je ne sais pas. Bref, ça pourrit sur le terrain. Et il y a divers moyens, différentes façons de gérer ça. Il y a juste laisser faire une grosse pile qui fermente et qui fait du méthane. Et ou bien il y a des tas de potentiels. On peut faire du jus. Alors, ce n'est pas la cabosse elle-même, mais c'est la pulpe qui est autour des fèves. On peut tirer un jus sucré pour l'utiliser dans des ingrédients, pour le poisson. On peut faire du bioplastique avec les cabosses. Ou bien on peut simplement faire un excellent compost pour améliorer le sol de la plantation. Donc là, on peut faire ça avec les suppressions de film, on a bien parlé.
Voilà. Merci beaucoup Vincent pour tout ce travail de défrichage. Il est vraiment pionnier, je vois que tout le monde reste très attentif, donc c'est super, bravo. Vraiment, ouais, très très beau travail, et la chance qu'on a là, c'est qu'on va pouvoir avoir, maintenant que la conclusion a été ébauchée, des pistes d'amélioration aussi de son, on va pouvoir aller sur le terrain et échanger avec Eber Jora, qui est en Bolivie, à El Seibo, et donc c'est Nadia qui va assurer la traduction. Qui va essayer. Et ce qui va essayer, voilà. On va y arriver très bien. On va voir apparaître bientôt Eber sur l'écran, je pense bien, à un moment donné. Et donc Eber, il est ingénieur au sein de l'Union des travailleurs El Seibo. El Seibo, c'est, en français, je ne vois pas la traduction, c'est un arbre avec des grands fruits rouges. C'est symbole de l'Argentine, hein, si je ne me trompe pas. C'est l'arbre qui ne lâche pas. Voilà. Hola, muy buenas tardes. Hola. Hola, Eber. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. Habla Eber Jora, actualmente como director ejecutivo de la Fundación PIAF El Seibo. Estamos presentes para poder compartir las actividades que desarrollamos acá como brazo técnico de la Central de Cooperativas El Seibo RL. Nosotros como PIAF El Seibo trabajamos en lo que es el rol principal del acompañamiento técnico, intercambio y actualización con los productores. También nos enfocamos en lo que es la producción de material genético, plantas y semillas de cacao y otras especies forestales. También otra parte de nuestras actividades es garantizar la producción de cacao orgánico de alta calidad. ¿Me oyes? Esto permite diversificar nuestros mercados mediante las informaciones que tenemos. Eber, por favor, si puedes darme solo unas minutas entre las palabras, porque podía traducir. ¿Vale? De acuerdo, voy a ir más lento. Sí, un poco más lento y solo parar un poco entre diferentes cosas que dices, así puedo traducir cada vez, ¿vale? Sí, como PIAF tenemos distintas actividades, ¿no? Dentro del rol, uno es realizar investigaciones para mejorar lo que es la productividad y el rendimiento de cacao. Sí, y PIAF, ¿qué es PIAF? ¿Puedes decir en unas palabras qué es PIAF? Es un programa, ¿no? Donc là, il parle de PIAF, donc je sais un peu ce que c'est le PIAF, donc je vais vous le traduire maintenant parce qu'apparemment ça bug. Mais voilà, PIAF c'est un programme, c'est le programme qui gère tout ce qui concerne les cultures de la coopérative. Donc c'est vraiment un programme technique. Et lui, il est directeur de ce programme technique qui s'appelle PIAF. Et donc là, il était en train de dire justement qu'il n'est plus là. Si, il revient. Ah. Hola. Voilà. Il était en train de dire qu'ils ont énormément de variétés de cacao différentes sur la plantation. Et ça, c'est bien sûr voulu dans une optique d'agroforesterie. Lo que decías es que hay muchas variedades de cacao diferentes, ¿sí? Hola, sí. ¿Sí? Creo que no se va a poder realizar la presentación, ¿no? Creo que no lo tengo bien, no lo puedo desarrollar por el idioma, no sé cómo podemos desarrollarlo, quizás puede ser solamente hablado, ¿no? Sí, puedes hablar de qué tipo de cultura hacéis como agroforestal y lo que sabes de la deforestación en la región de Sapecho. Evidentemente nosotros como brazo técnico del PIAF, evidentemente trabajamos bajo sistemas agroforestales, ¿no? La implementación de nuestros cultivos. Dentro de ello tenemos asociados 48 cooperativas, alrededor de 1.355 asociados, ¿no? Con el tema de producción orgánica. 2500 associés, 2500 familles qui travaillent dans la coopérative, 48 membres. Si.
en un área de alrededor de 4.698 hectáreas, y de las cuales de estas el 15% están en crecimiento. 4700 hectares, dont 15% sont des nouvelles plantations qui sont des jeunes plants. Con una producción anual de alrededor de 26.677 quintales por año. À peu près 27 000, c'est ça, 27 000 quintaux de production de fèves de cacao par an. Des granos de cacao aussi. Des granos de cacao. Sí. Sí, de esta producción bajo los sistemas agroforestales, el 70% se transforma para el mercado nacional y el 30% para el mercado internacional. Sí. No, estamos exportando a los países de Alemania, Francia, Japón, Italia, Holanda. No, productos como manteca de cacao, granos de cacao, chocolates finos, nips, cocoa orgánica. Sí. Alors, ils exportent maintenant seulement, ils exportent seulement 30% de leur production actuellement, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ou 30 ans quand ils ont commencé, évidemment. Et ça, c'est aussi beaucoup grâce à Claro qui a été le premier partenaire de LCIBO. C'est vraiment une réussite, LCIBO. Je vais lui demander pourquoi après et comment ça s'est passé, dans la mesure où ils exportent plus que 30%. Comme il a dit, en chocolat fin, etc., donc en produits finis qu'ils exportent vers certains pays, il a dit le Japon, enfin vous avez, je pense, compris, les États-Unis, presque plus vers l'Europe, parce qu'ils ont pu développer le marché local. Y de qué manera y cuántos años tenía para tener ese resultado de exportar solo 30%. Hola, no lo he escuchado bien. Lo que dices es que exportáis solo 30% ahora, pero no estaba el caso 30 años antes. Es nuevo, ¿no? Que el mercado local es muy desarrollado. Sí, evidentemente antes era al contrario, ¿no? El 70% iba a lo que es el mercado internacional, y actualmente es al revés, ¿no? Estamos más con el mercado local, y con el tema de las exportaciones, ese es el porcentaje al cual actualmente estamos exportando. Voilà, il dit qu'avant c'était clairement l'inverse, et au tout début du projet il y avait essentiellement des exportations. ¿Y qué puedes decir ahora de la agroforestería, agrosilvicultura que practicas y de qué se practica alrededor de Sapecho con las otras? Sí, para el establecimiento del cultivo de cacao hay dos alternativas, ¿no? Al cual manejan aquí en la zona, la región del Alto Beni, que comprende el municipio de Palos Blancos, Alto Beni, Teoponte y parte del Beni, ¿no? El área de producción de cacao. Es el tema de chaqueo, implementación con quema y sin quema. No, como institución siempre estamos impulsando que se haga la implementación de chaco sin quema y bajo sistemas agroforestales, ¿no? Para lo cual hemos estado desarrollando el tema de la implementación de chaqueo sin quema, el tema del establecimiento de nuevos sistemas agroforestales con una selección de especies atractivas y selectivas en el tema de frutales, tanto forestales. Espera un momento. Quema, ¿qué significa? ¿Que quemáis la madera? Hola. Sí. ¿Puedes explicar un poco más lo que es con quema y sin quema? En brûlant et sans brûler, donc je sais pas exactement. Donc il dit
qu'il y a deux techniques, technique en brûlant et sans brûler. ¿Qué es con quema y sin quema? La implementación de los chaqueos acá en la zona, hay dos tipos de implementar lo que son los cultivos de cacao. Uno es el tema del chaqueo con quema, ¿no? que lo desarrollan, pero nosotros como institución estamos impulsando a la implementación del cultivo de chaqueo sin quema, ¿no? Sin hacer el tema de la quema, sino la implementación directa del cultivo y la implementación de un sistema agroforestal. Sí. Alors, il dit que justement, il y a beaucoup d'exploitations autour qui pratiquent le brûlage, le brûlis, en fait, c'est une forme de déforestation par le feu, et que eux font différemment. Sí, gracias. ¿Y qué sabes de todas las zonas alrededor? Porque haciendo el estudio podíamos ver imágenes del cielo, tomadas del cielo, donde podemos ver que la zona de Sapecho es muy tocada por la deforestación. Evidentemente hay cultivos de productores que no son asociados al tema de la producción orgánica de cacao, entonces hay compañeros que desarrollan bajo otro sistema de producción, ¿no? Es al cual también está avanzando el tema de la deforestación en la zona, ¿no? Estamos a la par combatiendo con el tema de ingresos económicos con ellos, mostrándoles siempre de que el sistema agroforestal de producción de cultivos orgánicos es interesante y rentable, ¿no? Tratando de ver. Y en ese proceso nosotros hemos implementado el tema de podas de árboles, ¿no? Con personal técnico capacitado, al cual está desarrollando el tema de lo que son el servicio de poda de árboles para tener una diversidad de especies dentro de las áreas de producción de cacao. Vale. Alors, il dit qu'effectivement, il y a beaucoup d'exploitations autour de celles d'El Seibo qui sont régulièrement en déforestation pour faire des plantations qui ne sont pas en agriculture biologique non plus, mais que eux, comme ils sont assez forts et qu'ils sont très nombreux et que je pense qu'ils en ont effectivement un couvert d'hectares très important, ils essayent de convertir toutes ces exploitations autour à venir à un système d'agroforesterie et de culture biologique. Et ils ont, que j'ai vu de mes yeux, parce que je me suis rendue là-bas il y a quelques années, une pépinière énorme avec des bébés plants de cacao, des milliers. Et donc, si j'ai bien compris, il dit qu'ils vendent aussi ces plants de cacao aux autres exploitations autour d'eux. Est-ce que quelqu'un a une question à lui poser? Voilà. Pas pour l'instant. Sur les sortes de cacao. Sí. ¿Qué plantas como variedades de cacao? ¿Cuántas variedades diferentes y cuál nombre? ¿Criollo? Dentro de lo que son las variedades de cacao, tenemos ahorita alrededor de 13 selecciones locales. Dentro de ellas están la 441, la 2A114, la 3A90, la 306, la 317, 313, entre otras que se desarrollan aquí para poder incrementar el rendimiento de producción en la rehabilitación de parcelas improductivas, ¿no? Lo que queremos es el tema de reducir la implementación Sí. con signos establecidos de cacao.
Es por eso que hemos trabajado bastante en el tema de selecciones locales que se han comportado muy bien en diferentes altitudes de los suelos de nuestra zona de producción, en las partes altas, medias y bajas, ¿no? Con tolerancia al tema de lo que es la mazorca negra, escoba de bruja y el tema de la moniliasis, ¿no? Sí, de la moniliasis. Entonces, hemos trabajado en esa medida para también reducir la implementación de áreas de cultivos y mejorar el rendimiento de producción. Sí, gracias. Alors, il dit que alors, toutes les variétés de cacao ont des noms de numéros, en fait. Et ce sont des variétés qu'ils développent eux-mêmes. Ils ont un laboratoire, ils font des greffes sur des porte-greffes. Et donc, ils font ça pour adapter chaque culture aux zones, parce qu'il y a différents niveaux aussi de terrain. Et ils font des tentatives pour que les variétés soient résistantes, comme c'est en bio, à la moniliose notamment, qui est une maladie qui attaque régulièrement les plantations de cacao. Gracias. Est-ce qu'on... Qui ont des problèmes de ravageurs. Oui, alors la moniliose, ça c'est vraiment le ravageur. Aparte de Monilia, ¿hay otras enfermedades del cacao que tenéis que mirar? Ah, il part. Ah, tu lui as dit merci, hein? J'ai dit merci. Non, je vais pas dire. Une question. J'ai cru comprendre que la coopérative elle-même s'étendait et gagnait des espaces. Donc, je ne sais pas si elle le fait en intégrant d'autres plantations qui étaient déjà là ou si elle gagne elle-même du terrain dans la forêt. Parce qu'il a dit, nous on ne fait pas de brûlis. Ils font de la déforestation sans brûlis, mais ils font quand même de la déforestation. Donc ça m'a un peu inquiété pour les résultats de mon étude. Pourquoi vous dites qu'ils font de la déforestation? Parce qu'il disait qu'ils font sans brûlis la déforestation. Non. Ah, j'ai mal compris alors. Je pense qu'ils ne font pas de bruit comme les voisins le font, en fait. C'est plutôt ça que j'ai compris. Ils ne font pas de déforestation dans le sens où les cultivateurs, en tout cas ceux que j'ai vus quand j'y suis allée, ont tous des forêts et les cacaoyers sont plantés sous les couverts forestiers. Donc il y a des tas d'arbres différents, il y a des orangers, il y a des bananiers, des palmiers de toutes sortes. Donc ça a toujours été un principe du commerce équitable aussi, c'est de faire des cultures qui soient le plus variées possible. Il n'y a pas de monoculture. Donc quand il n'y a pas de monoculture, il n'y a pas de nécessité de déforester. Et il faut savoir que le cacao, il est pollinisé grâce à un moustique. Donc si on dégrade l'environnement, après il n'y a plus de cacao. Et ça, la coopérative de ça. Et pour moi, Hola. Había una pregunta de saber si, aparte de la monilla, hay otras enfermedades del cacao. Actualmente todavía no tenemos otro tipo de enfermedades, solamente acá lo que es la escoba de bruja, mazorca negra, monilla y el ataque de los chinches, nada más. Pero referente a esas enfermedades hemos ido desarrollando material genético tolerante y para poder mejorar el rendimiento de producción en nuestra zona. Donc ils ont plusieurs autres maladies que je ne pourrais pas traduire comme ça, mais ils améliorent le matériel génétique des plantes régulièrement pour pouvoir lutter contre ces maladies-là. Y la pregunta de la deforestación sin quema, que no practicáis la deforestación en el Ceibo, no practicáis la deforestación nunca o practicáis una otra manera de tirar los árboles que están aquí.
Hola. No les he entendido bien la pregunta. Es que alguien no había entendido si practicáis la deforestación sin quema o no practicáis la deforestación nada. Nunca. Hay situaciones que sí se desarrollan en tema de alguna deforestación con quema, pero nosotros como institución siempre impulsamos al desarrollo de prácticas de chaco sin quema, ¿no? Para poder implementar los cultivos de cacao. Y siempre bajo sistemas agroforestales diversos con especies, distintas especies, tanto frutales, forestales y el cultivo principal que es el cacao. Donc il dit qu'il pratique des techniques sans brûlage. J'ai pas vraiment compris. Las técnicas sin quema son para conservar los árboles que están aquí, ya aquí, o son técnicas para plantar otros árboles. En las prácticas sin quema se conserva algunas especies nativas que ya están y se hace la inserción de nuevas especies ya seleccionadas de acuerdo a también a la característica de la madera, los frutales que se puedan aprovechar Sí. Como naranjas o bananas también para cultivar otra fruta, ¿no? Donc voilà, il disait qu'effectivement, quand il n'y a pas de brûlis, ils testent le terrain et ils améliorent le terrain, c'est-à-dire qu'ils gardent certains arbres qui sont utiles, ils en enlèvent d'autres et ils replantent des arbres qui peuvent produire d'autres fruits, par exemple. De ce que j'avais vu en y allant, il y avait beaucoup d'orangers et de bananiers autour. Je l'avais dit tout à l'heure. Hola. Hola, vous êtes rassurés par rapport à l'étude? Ouais. Il y a encore des points d'éclatation, donc on est avec Robert. Est-ce que oui, les petites plantations de cacao qui produisent, c'est pour remplacer des cacaoyers âgés qui doivent à un moment donné changer, ou bien c'est pour aller ailleurs? Cuando desarrolláis nuevas variedades de cacao, ¿es para cambiar los cacaos que tenéis o es solo para nuevas plantaciones? Cuando desarrollamos nuevas variedades locales, sí, es para cambiar otras variedades que vas a tirar y poner esas en place, o es para otros sitios que desarrolláis. el desarrollo de las variedades es para enfrentar las problemáticas que tenemos presentes. Sí. Nosotros tenemos problemas del tema de la mazorca negra, esco de bruja, y después el tema de los chinches. Entonces el tema de la monilla últimamente ha arrasado con nosotros y con bastantes variedades seleccionadas anteriormente que teníamos en nuestros cultivos. Pero ahora nos ha tocado trabajar con enfoque al tema de la moniliasis. En ese enfoque tenemos nuevas selecciones locales para poder producir el tema de lo que es el grano de cacao, ¿no? Entonces, en ese proceso estamos trabajando y este efecto del cambio climático a nosotros nos viene afectando cada vez más. Últimamente hemos tenido, la presentación que quería mostrarles tenía el tema de algunos gráficos de temperaturas que nunca antes se había suscitado acá. Hemos tenido bajas temperaturas que han afectado el grano de cacao. Entonces, esta afectación a nosotros ya nos hace preocupar y empezar a estudiar ahora
variedades que puedan tolerar más el frío, ¿no? Y para poder tener estas variedades estamos iniciando un nuevo estudio para poder enfrentar a estos cambios climáticos y también ver de mejorar los sistemas agroforestales en nuestras unidades de cultivo, pero estamos en ese proceso y hemos visto que sí, los sistemas agroforestales son un colchón de amortiguamiento en lo que es la incidencia de afectación por el tema de las bajas temperaturas que se ha dado durante esta gestión en el mes de junio y también en el mes de agosto, ¿no? Sí. Temperaturas que han llegado de a 8 grados centígrados y 10 grados centígrados. Entonces, en base a ese proceso es que trabajamos la selección de nuevas variedades y también estamos trabajando con el tema del cacao nacional boliviano. Es un cacao nativo de la zona, de buenas características organolépticas, al cual también hace años atrás, Claro había impulsado en esta implementación de este cultivo. Sí. Y actualmente entonces estamos ampliando las áreas de cultivo mucho más para poder en un tiempo tener cacao de calidades organolépticas superiores. Sí. Entonces estamos trabajando en ese proceso y en ese proceso trabajamos el tema de las variedades de cacao. Vale, voy a traducir eso. Donc il dit que, pour répondre à la question, il dit qu'il développe des nouvelles variétés parce qu'ils ont effectivement toutes ces maladies contre lesquelles lutter. Maintenant, il n'a pas dit clairement qu'ils ne vont pas remplacer les plants qui sont sains, mais ça me semble évident. Donc, quand les plants sont sains, ils les laissent, ils ne vont pas les remplacer par ces nouvelles variétés. Ces nouvelles variétés, ils les développent parce qu'ils ont notamment des gros problèmes avec le changement climatique. Il a dit que là, au mois de juin, ils avaient eu des températures très basses, sans précédent. Et du coup, c'est une région qui est quand même très humide. C'est la forêt tropicale. Hein, donc, je pense qu'il y a des températures très basses. Ils ont d'autant plus de pannes de pourriture. La moniliose se met là, justement, quand c'est le cas. Et donc, c'est pour ça qu'il développe toutes ces nouvelles variétés. Et il a parlé aussi tout à la fin de la variété cacao nationale qui est la variété endémique de cette région et qui a des qualités organoleptiques géniales, qui donne un cacao délicieux. Et voilà, donc ils ont... ¿Qué proporción de cacao nacional tenéis en el ceibo, en toda la zona? ¿Está hablando del tema cultivo? Sí, ¿qué es la proporción, porcentaje de cacao nacional? Actualmente debemos estar con casi alrededor del 10% solamente, ¿no? Estamos ahora ampliando nuevas áreas recientemente. Ok. Donc ils ont, pour l'instant, ils n'ont que 10% de ce cacao national parce qu'il avait été complètement éradiqué de la région à cause des problèmes justement. Et sauf erreur, c'est Claro qui a financé des nouveaux plans qui ont été mis sur des porte-greffes, c'est juste 23 000 nouveaux plans. Voilà. Donc ça, à partir de 2017, ils ont commencé à les planter. Es eso, 2017 empezáis a plantar unos de cacao nacional. Hola. Sí. Es nuevo que el cacao nacional es reimplementado en la zona desde 2017. ¿Sí? El cacao nacional ya desde los años 2013, mucho más antes, se ha venido trabajando este proceso. Entonces, actualmente ya tenemos variedades seleccionadas que tienen un rendimiento mucho mejor y pueden garantizar el tema de tener mejores ingresos económicos para los productores. Entonces estamos trabajando con esas
las nuevas selecciones ya identificadas para poder hacer la ampliación ahora un poco más extensiva. Sí. Muchas gracias. Merci beaucoup. Muchas gracias. Vous voulez traduire la dernière intervention peut-être? Alors, j'ai vraiment. Je crois qu'on a un peu parlé encore des nouvelles. J'étais en train de me demander si j'allais lui poser la question de ce qu'ils font avec les cabosses de cacao. Est-ce que vous voulez que je lui pose la question? Oui, c'est très désolée. Solo una última pregunta de saber lo que hacéis con las vainas de cacao una vez que, el grano es tirado de las vainas. No lo he escuchado bien su pregunta, quizás un poquito más cerca del micrófono. Cuando recortáis el grano de cacao, ¿qué haces con las vainas? ¿Sabes lo que es las vainas? Los residuos orgánicos del cacao. Sí, sí. ¿Qué hacéis con eso? ¿Con qué? Con los residuos de cacao, de las vainas. Con los residuos de las cáscaras de cacao. Sí, ¿Se refiere a eso? Sí. Lo que se hace es esparcir en la misma área de producción una vez terminado lo que es el sacado de lo que es el desconchado. Entonces se esparce ahí como abono para lo que es el área de producción misma, ¿no? Donc elle reste sur l'aire de production como engrais, alors je vais voir si como compost. Sí, sí, como compost, se descompone dentro de la misma área, ¿no? En el área de producción. Ah si, d'accord. Ça veut dire qu'en fait, elles ne viennent pas jusqu'à la coopérative, c'est qu'ils les gardent tous sur leur propre terrain. Ils les compostent sur leur propre terrain. Muchas gracias, Eber, para estar con nosotros. Más bien hacer llegar mis disculpas por el tema del idioma y espero haber aportado con la información y el conocimiento que tenemos acá en nuestro país. Y creo que en un corto tiempo voy a tener que aprender el inglés para comunicarme directamente y poderles escuchar. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Y prefiero hablar español que inglés. Merci beaucoup, Hébert. On peut l'applaudir. Voilà. Nadia pour la traduction. C'était pas facile, c'est technique. Bravo. Alors, bien évidemment, on va continuer donc, à découvrir les coulisses de la production des deux produits qui ont été faits pendant l'étude de Vincent Rossi, avec maintenant le sucre qui vient des Philippines. Et donc, nous avons Marie-Claire Pellerin qui va nous en dire un petit peu plus sur les coulisses de cette production. Et puis, justement, on va faire le lien avec les conclusions de Vincent Rossi, de voir est-ce qu'il y a des points d'amélioration, des choses qui pourraient être mises en place à l'avenir, parce qu'encore une fois, on est sur une étude vraiment pionnière de s'interroger sur, outre bien évidemment les bienfaits qu'on connaît du commerce équitable, mais maintenant dans un contexte de crise climatique, comment est-ce qu'on continue à faire du commerce équitable face à ces enjeux, cette urgence-là. Merci beaucoup, Marie-Claire, pour votre participation ce soir. Est-ce que je vous donne... oui, vous avez le micro là, effectivement. C'est vrai que c'est pas du tout sonorisé pour vous, mais voilà, c'est pour nos amis en ligne. On va voir si ça fonctionne. Direction les Philippines. Change d'endroit. Je vais vous faire tourner le sucre. Voilà. Donc on se souvient de ce qu'a dit Vincent Rossi, on a un emballage double sur celui-là. Ah, vous m'avez fait.
Ok, bonsoir. Donc, vous voyez, les Seibo, ils ont bien profité du soutien que Claro leur a donné déjà en 2013, donc on était un peu en avance. C'était pas encore le grand sujet, le CO2, tout ça, mais il y avait déjà des dégradations climatiques, donc ça veut dire des dégradations phénoménales au niveau des rendements. Il faut savoir que si un paysan n'a pas de rendement, il ne peut pas gagner sa vie non plus. Et donc, on avait conseillé de retourner sur le cacao national, donc cette sorte native qui vient de Bolivie, qui est la mieux adaptée au climat et aussi au changement climatique, puisqu'elle connaît cette terre, même s'il y a des changements climatiques. Ça me fait très plaisir, ça me touche quelque part, parce que ça fait déjà 9 ans qu'on commence, et vous voyez, ça prend du temps ces choses, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc on va faire un tour dans les Philippines. Et puis avant d'aller aux Philippines, moi je voudrais vous raconter une histoire qui s'est passée à Soleure. Moi j'habite à Soleure. Et qu'en fait la déforestation, ça peut avoir lieu directement sous sa fenêtre. Et que personnellement ça me choque, que c'est incompréhensible. On fait des calculs savants pour savoir quel type de CO2, quelle quantité, etc. Mais devant notre porte, on ne fait pas de calcul. On continue à construire, on continue à arracher les arbres, à les démonter. Des arbres qui ont grandi pendant 60 ans, qui sont démontés en 30 minutes. Donc moi je vous appelle aussi à vous engager non seulement pour le commerce équitable, mais aussi devant votre porte ou devant vos fenêtres. Alors, en allant aux Philippines, peut-être que c'est ce bouton-là, juste pour vous rappeler avec quel pays on a affaire, ça c'est les chiffres du produit du revenu national brut par tête. Donc il y a un classement, la Suisse dans les 5 premiers évidemment, mais je ne veux pas parler de la Suisse ce soir, je veux juste montrer les Philippines, c'est place 128. La Bolivie c'est numéro 131, donc le but de commerce équitable c'est d'abord un but social. Ensuite, c'est où les Philippines? Bon, je ne sais pas si tout le monde connaît les Philippines, c'est assez éloigné, c'est un peu perdu dans le Grand Océan Atlantique, donc juste pour resituer, et c'est une région où il y a toujours eu des typhoons, il y a toujours eu des menaces naturelles, donc c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est vrai que ça se renforce ou que ça continue tout simplement. Et c'est une des raisons pour laquelle Claro travaille avec les Philippines. Donc ça c'est une équipe de petits paysans. Ça a commencé dans les années 80, donc là aussi c'est du long terme. Et pourquoi? Parce qu'il y avait une crise du sucre monstrueuse, c'est-à-dire que tous ces paysans, qui étaient d'ailleurs des esclaves, entre guillemets, puisqu'ils n'avaient pas leur terre, étaient obligés de travailler, et comme le prix du sucre à l'époque avait chuté énormément, ils ne pouvaient plus vivre de leur travail. Donc ça a été la raison pour laquelle Claro a commencé à travailler avec ce projet. Et aujourd'hui, tous ces petits paysans, c'est le plus grand mérite du commerce équitable, sont propriétaires de leurs parcelles. Donc ce n'est pas des grands paysans, c'est des petits paysans qui ont à peu près un demi-hectare. Et eux, ils ont intérêt à ce que leur terre reste saine et à ce qu'ils veulent travailler cette terre le plus longtemps possible. Leur but, c'est pas de faire des profits maximum, comme les grandes multinationales le souhaitent, mais d'avoir une terre saine qu'ils peuvent continuer à travailler pendant toute leur vie et de la céder peut-être aussi à leurs enfants. Donc ça, c'est un champ de canne à sucre. On voit, c'est pas forcément très diversifié, mais c'est biologique. Ça, c'est très important. Ça, c'est un petit paysan qui travaille. Ensuite, ça, c'est, on va dire que les plantes n'étaient pas encore prêtes à récolter. Ça, c'est la récolte donc à la main. Donc, on peut dire oui, effectivement, il y a du travail avec du diesel, des moteurs, mais il y a surtout beaucoup de travail humain aussi. Et c'est ça aussi le but de ce projet, c'est de procurer du travail à ces personnes, sous des conditions humbles. Après, on passe à... Je vais simplement expliquer comment ça se passe avec le sucre. Il faut aller au moulin, donc on a besoin d'un moulin pour travailler cette canne à sucre. Ce qu'on prend de la canne à sucre, je vais passer, c'est la récolte donc de toutes ces cannes qui sont rassemblées et qui ensuite vont être passées dans cet appareil qui visiblement consommait énormément et qui d'ailleurs c'était intéressant parce que ça s'est passé presque simultanément, c'était pas simultanément, ça s'est pas fait à cause de l'étude, mais
en faisant l'étude, en parallèle, notre partenaire, donc Alta Trade, avait commencé à changer la machine qui, en fait, ne donnait pas assez de rendement. Donc leur but, c'était en fait d'augmenter la quantité de jus qui sort de la canne à sucre et est extraite pour après faire du sucre. Donc ça, c'est le jus qui va passer en sucre et qui après va être cuit. C'est du jus qui va être cuit parce qu'on ne transporte pas d'eau, on transporte que la mélasse et le sucre qui va être donc travaillé à la main. Donc là, on voit, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de diesel, il y a beaucoup de travail fait à la main. On passe au suivant. Et comme c'est pas très... Mini explication, si je peux dire. Oui. Si c'est cuit, c'est parce qu'on chauffe. Oui, bien et sûr. ça, c'est chauffé avec la bagasse, c'est-à-dire les résidus de restes. l'extraction. Et donc, en fait, le diesel il sert uniquement à faire tourner cette machine. Voilà. Et ensuite, donc, ce qui est cuit avec la bagasse, donc avec le reste de la canne à sucre, c'est pas assez. Comment dire j'ai le mot en allemand, je ne l'ai pas en français. En fait, ça va faire des gros morceaux. Donc après, il faut encore le mouler. Oui, c'est un moulin. Enfin, le mouler, comment on dit le moudre, voilà. Il mule, voilà. Et donc après, c'est mis, donc c'est conditionné donc, dans du plastique. Et ça, c'est certainement un des plus gros problèmes qu'on va avoir, de changer l'emballage. Parce qu'en fait, ça se passe dans un pays tropical et après, c'est transporté par bateau, par conteneur, et le carton, en fait, a un effet qu'il absorbe cette humidité. Et vous savez certainement, si vous avez déjà mangé du mascovado, que quand vous le laissez à l'air libre, et peut-être vous ouvrez la fenêtre et qu'il a plu, qu'il va en fait attirer l'humidité, et en attirant l'humidité, il va refaire des grands morceaux et il va devenir assez dur. Bon, après, on peut le refriabiliser, le redémonter, enfin, le remoudre. Moudre, non, on ne va pas le moudre, on va juste le taper dessus avec la cuillère et puis ça se remet en place. Donc voilà, ça c'était juste le processus de fabrication pour savoir de quoi on parle. Après, c'est où les challenges sociaux et les challenges économiques qui se trouvent aux Philippines dans ce cadre du projet. Donc en fait, l'île de Negros où est fait le mascovado, c'est l'île principale qui fait du sucre. Les fluctuations de prix, elles ont toujours lieu. Le commerce équitable, c'est, on va dire, l'assurance. C'est ce qui reste constant. Le reste, c'est un peu défini aussi par le gouvernement. C'est défini par les marchés mondiaux. Vous savez que le sucre, c'est un produit coté en bourse, comme le café, comme le cacao. Et je crois qu'il y a un seul produit qui n'est pas coté en bourse, vous savez, dans notre assortiment. Le miel. Voilà, c'est le miel qui n'est pas coté en bourse. Ouais, donc le but d'Alta Trade en tant qu'organisation, c'est de soutenir les petits paysans dans leur vie au quotidien, que ce soit pour les récoltes, pour le savoir-faire, aussi pour les adaptations au changement climatique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette coopérative ne s'occupe pas, ou cette organisation ne s'occupe pas seulement du sucre, elle s'occupe des paysans en général, donc elle regarde aussi avoir une variété de culture pour le marché local. Je dis l'exportation, c'est une partie, et le marché local, c'est tout aussi important. Et le mascovado, que vous connaissez, il est vendu aussi sur place. Il n'est pas seulement exporté. Donc ça, je viens de le dire. Ce qui est important, c'est de savoir que le moulin à sucre, il appartient à l'organisation. Ce n'est pas une personne privée qui la gère. Ça, c'est important aussi. La conversion au bio, ça, c'est pas non plus quelque chose de très facile. Il y a beaucoup de papier, il y a beaucoup de techniques. C'est aussi assuré par Alta Trade. Donc ça, c'est très important pour que... il y a des paysans qui veulent en venir. Hein. C'est des petites exploitations de 1-2 hectares. Donc il y a toujours la possibilité de reprendre quelqu'un qui va être content de pouvoir faire quelque chose de différent et de mieux gagner sa vie. En général, c'est dans ce contexte que ça se développe aussi. Et après, il y a du conseil, comment gérer, comment organiser, parce que ce n'est pas forcément non plus quelque chose que les paysans apprennent. Donc voilà, à côté du sucre, il y a aussi du riz, des fruits et des légumes. Et c'est surtout pour la propre consommation et pour
marché local. Ça va pas être exporté. Ensuite, le prix qui est reçu par les petits paysans est défini par année lors d'une assemblée des productrices et des producteurs. Il y a plus d'hommes, mais c'est défini en commun, c'est pas quelque chose qui est dicté. Donc il y a le prix moyen qui est défini pour toute l'île de Negros et Alter Trade complète le prix avec ces discussions pour répondre aux besoins des petits paysans. Donc le but aussi c'est d'avoir d'autres cultures pour développer le marché local. L'exportation c'est bien, mais c'est pas le but principal de la développer. Le but en ce moment c'est de développer la communauté, parce que la communauté c'est la seule chose qui tient quand on a des grandes crises. Et ça ils en sont très conscients et ils cherchent toujours en tant qu'organisation à augmenter on va dire, le niveau de communauté ou le niveau d'association pour trouver des nouveaux débouchés au niveau local. Il y a aussi des bananes fraîches, ça aussi c'est un autre marché, et il y a aussi une partie qui est exportée au Japon, qui est donc le pays voisin, on va dire, des Philippines. Alors, pour encore avoir un peu de temps pour la discussion, ma dernière information en fait c'est sur le projet qui a été évoqué par Francis. En fait, je ne sais pas pourquoi personnellement, mais ce projet n'est pas certifié. Je pense que c'est aussi un luxe de certifier ce genre de projet, que c'est toujours du savoir-faire qui doit être acheté à un prix élevé, et que ici, dans ce contexte, en fait, ça a toujours été d'impliquer les petits paysans, de leur demander quels arbres ils veulent, quelle sorte ils veulent planter, et que ce soit eux qui plantent les arbres. Parce que s'ils font cette démarche, les arbres vont rester. Si ce n'est pas leur décision, si ce n'est pas leur choix, si ce n'est pas leur travail, alors là, si ça ne leur plaît pas, après ça disparaît. Donc depuis 2013, ça s'appelle Trees for Life, donc c'était pas Trees for CO2, c'était pas le but de réduire le climat, c'était pour célébrer la vie, parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit ce soir encore, je ne sais pas si c'est conscient, mais les arbres ils nous donnent de l'oxygène. C'est pas seulement qu'ils prennent du CO2, ils nous donnent de l'oxygène, c'est-à-dire qu'on respire grâce à eux. Et c'est pas que les arbres, c'est aussi les plantes, mais les arbres ont un rôle très très important. Donc, le titre du projet, c'était Trees for Life, des arbres pour la vie. Donc ça dure déjà depuis 2013. Ils replantent, il y a des vagues, c'est comme des campagnes. Chaque année, il y a une nouvelle campagne. Donc là, c'était la 8e vague, entre guillemets. En 2021, ils ont planté en tout 19 500 arbres. Donc ce sont des arbres fruitiers et des arbres aussi à bois pour faire la cuisine. Donc, désolée, mais le bois, ça sert aussi à cuisiner à la campagne. Par exemple, je ne sais pas, s'il n'y a plus de gaz, s'il n'y a plus d'électricité, on cuisine avec quoi ici? Je pose la question, vous pouvez répondre vous-même. Donc, en fait, oui, il y a eu 23 agriculteurs qui ont été bénéficiaires. Donc, en fait, ça se passe par zone aussi. Ce n'est pas possible de planter des arbres partout en même temps dans toute la région avec tous les groupes de paysans. Ils ont fait un bilan en 2021, donc pendant ces 8 années, il y a à peu près 108 000 arbres qui ont été plantés, qui sont vivants. Évidemment, le typhoon fin 2021, ça n'a pas été encore compté. Il y en a quelques-uns qui ont disparu, ça c'est clair aussi. Ça correspond à plus de 330 000 hectares de terrain. Et il y a eu en tout plus de 261 producteurs qui en ont profité, donc c'est vraiment... Ouais, c'est un grand projet. Et il y a aussi 10 communautés ou 10 groupements qui ont profité aussi, qui ne sont pas des agriculteurs individuels. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Maintenant, je trouve ça intéressant de faire ces calculs de CO2. Bon, on a déjà ces réflexions. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'emballage? Pour l'aluminium, on est en train de travailler non seulement sur le chocolat, donc c'est pas nous qui décidons tout seul parce qu'il y a des machines, vous savez que les machines c'est programmé, il y a des emballages, il y a des limitations, on va dire, techniques. Parce qu'on ne peut pas faire ça du jour au lendemain, on ne peut pas faire ça tout seul parce que c'est pas nous qui achetons la machine dans ce cas, mais qu'on a remplacé pour les chocolats de ce format, tout donc en cellulose de hêtre. Donc c'est tout compostable, vous pouvez mettre sur le compost, ça va assez vite, ça se décompose.
Et ensuite, là, on est en train de travailler sur le café. Et aujourd'hui, j'ai reçu le premier échantillon de notre emballage de café sans aluminium. Ça aussi, c'était un grand projet. Donc, on élimine gentiment l'aluminium qui, effectivement, au niveau des bilans et aussi au niveau de la destruction environnementale, a un impact très élevé. Donc, on fait ce qu'on peut. Et d'ailleurs, la première chose qu'on a faite, on voulait, avant les confinements, on avait commencé à travailler, puis les confinements nous ont sacrément secoués au niveau de notre organisation, donc ça a un peu ralenti, mais on avait commencé avant. Et on a commencé par nous. Donc, on a fait notre bilan, notre propre bilan. Et là, on travaille sur le bilan du chocolat aussi, en global, et sur le bilan des cafés, puisque c'est ce qu'on vend le plus, le café et le chocolat, qui a donc le plus grand impact. Donc, on commence par les produits où on a la plus grande chance d'améliorer ou de changer les choses dans une bonne direction. Voilà. Puis moi, j'espère qu'il y a aussi une prise de conscience ici, parce qu'il y a quelque chose qui a déjà été dit, c'est que les plus grandes émissions de CO2, elles ont lieu là, et puis moi, je travaille à Bienne, puis j'attends le train, et des fois, je vois des choses, et j'ai vu un grand train passer avec plein de Tesla. Puis je veux vous dire qu'un moteur de Tesla, ça fait 17 000 tonnes de CO2 et que ça dure que 8 ans. Donc je pense qu'on a aussi un potentiel d'amélioration ici. Donc peut-être ça nous ferait du bien aussi de réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire en individuel? Et puis peut-être, je ne suis pas une personne parfaite, mais ça fait un certain temps, j'ai jamais eu de voiture. Je viens toujours en vélo ou en train, vous voyez. Ça va bien. Je mange plus de viande depuis à peu près 5 ans. Puis je tombe pas. J'ai encore assez de vitalité. Et je ne bois plus de produits laitiers non plus, puisque je me dis que finalement je ne suis pas un veau et que je n'ai pas besoin de grandir. Et il faut bien faire attention à comment on s'alimente et surtout la qualité de l'alimentation. Ça, c'est essentiel. Mais que tout est possible, alors ça c'est pas fait du jour au lendemain, et puis ça fait partie d'une volonté, d'une réflexion intérieure assez profonde si on peut faire ces changements, qu'en fait on n'ira pas moins bien si on change nos habitudes, mais que changer ces habitudes, c'est un très grand challenge pour les humains. Merci beaucoup Marie-Claire Pellerin pour les coulisses. Il faut bien venir avec nous pour les échanges avec les petits enfants. Venez maintenant. Tout le monde est toujours là, attentif, ça va. Personne, parfait. Donc un grand merci. C'est vrai qu'effectivement là on a eu la chance d'avoir le focus sur les coulisses de ces deux productions. Est-ce que c'est possible peut-être de remettre vos conclusions, Vincent, à l'écran, peut-être pour les échanges avec le public, pour faire un écho avec les questions que vous allez avoir. Alors Marie-Claire est vraiment aussi allée dans les détails sur justement par rapport au sucre, la problématique de l'impact de la fameuse machine diesel. Vous avez compris que c'était un des points d'amélioration dans l'étude. Merci beaucoup. Et effectivement, on a donc bien compris qu'il y avait ce programme depuis 2013 de replantation d'arbres, 100 000 arbres replantés, donc il se passe des choses. Mais avant de passer donc, à vos questions, Marie-Claire, j'avais une petite question justement. Alors comme vous dites, la certification est difficile peut-être à obtenir, ou en tout cas on n'a pas toutes les informations. Moi je me dis d'un point de vue plus large, pour un consommateur qui consomme, alors soit dans les magasins du monde, soit dans d'autres magasins où il y a des produits commerciaux et d'autres, au milieu de d'autres, comment est-ce qu'on pourrait aller peut-être, est-ce que la certification peut aider aussi, encore une fois, dans un contexte où les consommateurs sont de plus en plus demandeurs d'informations sur l'impact, l'empreinte carbone des produits qu'ils vont acheter. Est-ce qu'on peut imaginer à moyen terme une certification de ce côté-là? Est-ce que ça peut aider aussi à mieux renseigner le consommateur? Je pense que c'est une possibilité. Maintenant, ça va coûter encore plus, et en ce moment, les prix augmentent très largement. Donc je ne sais pas si c'est une solution. Moi, je pars toujours du principe qu'on a en tant que consommateur une attitude coloniale, c'est-à-dire qu'on attend toujours des autres qu'ils fassent quelque chose. Peut-être que c'est à nous aussi de faire quelque chose.
Et je ne sais pas si avec une certification, il y a des certifications, il y a des produits qui sont certifiés CO2 neutre, c'est-à-dire que finalement il n'y a pas de bilan, on dit que c'est neutre, mais en fait c'est pas neutre parce que le CO2 on ne peut pas le compenser. Si quelqu'un prend l'avion et qui dit je compense les tonnes de CO2 que j'ai eu après ce vol, c'est pas compensé. C'est pas vrai. Donc personnellement, je ne suis pas convaincue. Maintenant, nous, on s'occupe du marché. Si ça peut convaincre des consommateurs et puis augmenter les ventes, évidemment, on fera cet investissement qui sera un investissement. Je pense que les certifications, c'est bien, mais ça a aussi ses limites. Alors, on peut faire du commerce équitable sans être équitable, au passage. C'est pas chez Clairon, mais ça existe, c'est prouvé. Si on veut marcher. Donc je pense que le consommateur, il a aussi peut-être d'avoir des propres réflexions, d'utiliser le cadeau qu'on lui a donné, c'est la pensée, et de s'informer aussi. Merci beaucoup. Lara, je voulais ajouter quelque chose par rapport à les labels dans les filières, etc. Peut-être le fait qu'effectivement ça peut être assez cher pour justement les petits groupes de producteurs de se payer une certification. Et puis pour moi, je pense qu'au-delà du label, ce qui m'intéresse quand je fais mes achats, c'est un peu savoir où va l'argent que je dépense. Et puis c'est vrai que dans cette filière du commerce équitable, la filière intégrée, il y a cette idée de but non lucratif. Donc du coup, l'argent, il va aller pour soit renforcer les conditions sociales, économiques des pays producteurs, soit pour investir dans des projets pour la collectivité, pour l'éducation, pour les formations, ou alors justement pour financer une conversion biologique. Donc voilà, c'est clair que la certification, ça apporte en plus. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin d'être dans une recherche d'alternatives économiques en profondeur. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'il y a des questions, parce que j'ai vu pas mal de personnes prendre des notes. Nadia? Alors moi j'ai une question qui est posée sur Facebook, parce qu'on est en direct sur Facebook. Et c'est une question de Bernadette Aurier, qui travaille dans le mouvement aussi depuis, qui est bénévole dans le mouvement et aussi très investie depuis des années. Elle dit, c'est une question pour Vincent. Donc, elle dit la production de la betterave sucrière en Suisse couvre 1,8% de la surface agricole utile. Et elle demande comment on peut expliquer que cette culture cause autant de problèmes aux nappes phréatiques en particulier, et qu'elle ait autant d'impact sur la biodiversité. Alors, elle n'est pas toute seule, hein, c'est le mode de culture intensif qui cause ces problèmes. Avec tous les autres cultures, moi je ne connaissais pas les chiffres de la betterave en Suisse par rapport aux autres, donc 1,8%, ça je l'apprends, je veux bien le croire, c'est pas énorme. Dans le canton de Vaud, on a une représentation un peu exagérée parce qu'il y a plus de betteraves à sucre dans le canton de Vaud. Mais ce qui se passe, c'est que la betterave à sucre a besoin de néonicotinoïdes. Ils ont obtenu des exemptions pour pouvoir continuer avec cette famille de pesticides qui est extrêmement nocive pour les insectes. Donc c'est pour ça que j'ai cité un peu en particulier. C'est vraiment très problématique. Et les néonicotinoïdes ont aussi été utilisés dans tout plein d'autres cultures. Donc les dégâts qu'on a sur la biodiversité actuellement, c'est pas à cause de la canne à sucre. La betterave à sucre, il contribue d'une manière peut-être un peu plus que ça part, mais il faut se rendre compte aussi que la betterave à sucre, ça sert surtout à faire du cocaïne, du Red Bull. Oui, alors justement, c'est ce que j'allais dire. Vous dites 1,8%, c'est pas beaucoup, mais moi ça me paraît énorme, parce que est-ce qu'on a vraiment besoin de produire du sucre en Suisse alors qu'on n'est pas autonome alimentairement parlant au niveau de la surface cultivable? La question est tout à fait légitime. Et ça, c'est ma position, c'est qu'il faut se rendre compte un peu des priorités. Il faut peut-être arrêter certains subsides et puis focaliser sur ce qui est vraiment utile pour notre survie. C'est-à-dire, là, on a parlé avant de... J'ai beaucoup aimé ce que vous disiez avant, Marie-Claire, sur la communauté.
Et en fait, ça m'a vraiment fait penser à un développement de la résilience locale. Est-ce qu'on est capable de supporter un choc si on n'arrive plus à importer autant de denrées? Par exemple, s'il y a un choc pétrolier qui fait que ça devient trop cher d'importer des denrées, qu'est-ce qu'on fait en Suisse? Qu'est-ce qu'on mange? Et donc, il y a un certain nombre de choses qu'on pourrait très vite reprioriser. Le sucre en fait partie, on peut manger moins de sucre. Et puis, évidemment, c'est tout ce qui est importation de fourrage. Parce que si on arrêtait de faire de l'élevage massif, on pourrait garder un peu d'élevage, mais on pourrait se passer d'énormément d'importations de fourrage et produire localement de la nourriture pour les humains, ce qui fait qu'on augmenterait énormément notre résilience. Je veux juste dire, encore pour compléter, 70% de la surface agricole en Suisse est utilisée pour produire du fourrage, pour alimenter les animaux, pour la production de viande et de lait. Et ça, ce 70%, ça suffit même pas. Ça veut dire qu'on doit emporter encore une autre fois la même quantité à peu près. Je crois que la moitié du fourrage suisse est importé. Donc on a 70% de nos terres qui sont dédiées à ça, et on doit encore importer la même chose pour nourrir juste les animaux qui vont ensuite nous nourrir. C'est juste aberrant comme gaspillage de surface et de ressources. Alors, est-ce que dans la salle, on a des questions par rapport à cette étude d'impact? Et oui, il faut quand même le micro pour une question par rapport à ce chiffre de 70%, ça inclut les zones de montagne, les pâturages de montagne, ou c'est vraiment les zones cultivées? Je m'en souviens plus. Je crois que ouais, je pense que ça inclut les zones de montagne. Alors, est-ce que dans la salle, il y a des questions, des réflexions aussi, des réactions, des coups de gueule? Des coups de gueule, tout à fait, Valéria. On va dire un coup de gueule? Non, ça va. Moi, j'aimerais utiliser encore cette occasion pour vous rappeler qu'il y a une pétition qui est en train d'être mise en place. Je n'aime pas tellement qu'il y ait une politicienne qui soit dessus, mais il y a quelqu'un qui a évoqué pourquoi est-ce qu'on a besoin du sucre à betterave. Coca-Cola, c'est une entreprise très suisse. Non, c'est des entreprises multinationales et je pense que c'est un sujet assez important d'avoir un règlement, on va dire, un minimum de règlement ici en Suisse sur le comportement des multinationales. Je pense que c'est pas franchement intelligent de subventionner du sucre qui va dans le Coca-Cola, dont les bénéfices partent je sais pas où. Donc voilà, c'est aussi à nous, ici, à chaque individu, de prendre ses responsabilités et de s'engager si on veut. Merci beaucoup, Marie-Claire. Je les ai amenés exprès, oui, une question. C'est le spécialiste du sucre. Avez-vous fait une fois un calcul pour les herbicides, pour le sucre? Parce que les herbicides, ça c'est la part est plus fatale, c'est quelque chose qui reste, qui détruit, qui ne se neutralise pas. Alors, je n'ai pas fait le calcul moi-même. Quand je dis pesticides, j'entends herbicides, et insecticides, et fongicides, et tous les cides. Donc j'ai voulu inclure aussi les herbicides. Mais non, là, je n'ai pas de calcul précis. Il y a beaucoup de familles d'herbicides. Enfin, beaucoup de familles, oui, il y a beaucoup de types d'herbicides différents. On a beaucoup parlé du glyphosate, du Roundup. Et j'aimerais bien faire la différence entre le Roundup, qui est un produit Monsanto qui contient du glyphosate, mais qui n'est pas que du glyphosate, qui est en fait un cocktail très toxique, qui est beaucoup plus nocif que le glyphosate. On a beaucoup trop démonisé le glyphosate, qui est en fait un gentil par rapport aux autres herbicides. Donc, quand on dit qu'il faut lutter contre le glyphosate, je dis attention, parce que si on interdit celui-là, on n'utilisera que les autres, et ils sont bien pires. Donc, moi, je préférais qu'on fasse attention aux autres d'abord. Enfin, donc j'ai fait en fait une étude sur les méthodes de désherbage. Vraiment un gros truc pour un géant de la chimie connu.
Et on a étudié tous les systèmes de désherbage avec la flamme, avec l'eau chaude, avec la mousse chaude, avec le grattage tout simplement, et puis bien sûr le glyphosate. Et puis il se trouve qu'en fait, le meilleur c'est le grattage, le pire c'est la flamme, l'eau chaude, et puis le glyphosate il s'en sort très bien. Le seul problème c'est qu'il est toxique. Enfin, il a des effets, il ne faut surtout pas le répandre quand il y a un risque qu'il aille dans des cours d'eau. Voilà. Mais sinon, c'était vraiment pas le pire. Et ça, c'est peut-être un des enseignements qui m'a le plus, qui m'a appris plus de choses quand j'ai fait cette étude. C'est que l'avantage du glyphosate, c'est que c'est vraiment très peu énergivore. C'est vraiment ciblé, c'est pas intensif comme procédé. Alors que la flamme brûle une quantité de gaz, de butane, ou je sais pas quoi, pour tout tuer, parce que en fait, la flamme, elle tue absolument tout, hein, la plante, mais aussi tous les insectes et tous les trucs qu'il y avait dans les premières couches de la Terre. Donc, finalement, je suis sorti de là en disant que le glyphosate, pas si mal. Ça tue que la plante. Si c'est bien utilisé, ça n'a pas d'autres effets toxiques, ça se dégrade, alors ça ne dégrade pas complètement bien, mais ça perd, on va en parler. Mais sinon, le grattage, encore mieux. Le problème, c'est que ça a un effet qui dure moins longtemps, mais ça consomme moins d'énergie que les autres systèmes qui utilisent la chaleur. Et puis, ça tue les plantes, mais le système de la vie qui est dans la Terre, elle n'est pas complètement détruite à ce que ça. Et la fabrication du glyphosate? Oui, la fabrication du glyphosate, on l'a bien pris en compte, mais c'est tout petit comme quantité en fait, qui sont répandue par hectare. Donc le résultat, c'est que ça n'a pas un impact énorme par hectare traité. Mais ça détruit la génétique. La génétique? Oui. Alors ça, c'est le Roundup qui a des effets monstrueux additionnels dans le cocktail du produit. Le glyphosate lui-même, moi je n'ai pas. Mes connaissances ne sont pas suffisantes pour savoir s'il y a. Je n'ai pas trouvé quelque chose de très probant sur le problème génétique. Il y a des cancers comme ça. Ouais, moi, ce que je voudrais compléter sur le glyphosate, c'est qu'il est interdit dans l'agriculture biologique et qu'il y a d'autres alternatives, et c'est toujours une argumentation qui vient souvent des multinationales de dire ah oui, alors si on n'utilise pas de produits chimiques, on ne pourra pas nourrir tout le monde assez. Et j'aimerais quand même vous rappeler que la qualité nutritive des aliments, elle dépend de la qualité du sol. C'est-à-dire que si on fait de la monoculture, on a très peu de biodiversité dans le sol, et que la biodiversité dans le sol, évidemment au-dessus du sol, c'est la même chose. C'est ça qui nous nourrit, c'est pas autre chose. Donc on peut manger des trucs qui sont traités chimiquement, qui poussent, qui ont l'air à peu près corrects, mais qui ne vont plus nous nourrir. Après, ouais, ça sert à rien, c'est un jeu, on perd à l'avance. J'invite tout le monde à réfléchir et à cultiver son jardin. On a mis un peu. Ça, il faut arrêter avec ça. Tout le temps, on dit oh, mais il faut faire ça dans son jardin, etc. Mais il faut quand même penser qu'il y a des gens qui sont dans les immeubles, qui ne peuvent rien faire, qui n'ont pas le droit même à la parole, pour la façon dont ils habitent et tout. Moi, je trouve que. Alors, moi, j'ai habité une campagne, ça. Mais pour tous les autres, moi, je trouve qu'on oublie gentiment, on dit ouais. Il faut que tout le monde fasse ça. Mais c'est pas possible. Il faudrait réfléchir autrement. Il ne faut pas réfléchir à comment on peut faire pour dans son jardin. Comment on fait pour que ça change, que les multinationales arrêtent d'être toujours plus riches, etc. Mais pas forcément toujours retomber ça sur les gens qui habitent dans des conditions pour faire quelque chose. C'est pas ce que j'ai dit, parce qu'il y a quand même aussi des jardins communautaires. Donc on n'est pas obligé de posséder sa terre, on peut aussi la cultiver. J'ai cultivé un jardin comme ça, j'ai habité dans un bloc où il n'y avait pas de jardin, et j'ai pu cultiver mon jardinet, entre guillemets. Et je pense que c'est une bonne réflexion, que c'est plus utile que d'aller au supermarché et d'acheter ces produits. Bien sûr, mais il ne correspond pas à assez de monde. Il faudrait changer les choses pour ça.
correspond à plus de. Oui, effectivement, la question sur l'injustice aussi sociale, les injustices sociales effectivement, qui sont très fortes. On a une question au bout, au fond de la salle. Au fond de la salle. Merci. Voilà, moi j'ai deux questions pour la présentante de Claro. La première, c'est vous avez dit que vous aviez commencé à faire un éco-bilan de votre entreprise, si j'ai bien compris. Oui, Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler, savoir un peu qu'est-ce que vous allez chercher, quel résultat vous allez trouver, et éventuellement aussi les pistes peut-être que vous allez, les politiques que vous allez mettre en œuvre. Et l'autre question, elle est en lien avec celle-ci, c'est que on a vu que le transport jouait quand même un rôle relativement important. On voit la différence entre le Brésil et les Philippines. Il y a effectivement pas mal de kilomètres de différence, donc on peut comprendre le résultat différent. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez prendre en compte, par exemple, pour faire du commerce équitable de proximité, entre guillemets, c'est-à-dire prendre en compte le fait que la distance pourrait devenir un facteur de choix dans les produits que vous fabriquez? Alors, je commence par répondre à la première question. Donc, dans le bilan le premier bilan qu'on a fait, ce qui était le pire, c'était notre chauffage, puisqu'on brûlait 17 000 litres comment est-ce qu'on dit de mazout, voilà, par année. Donc, c'était ça, c'était le plus grand problème dans notre bilan, et on l'a remplacé par une pompe à chaleur, c'est ça? Et on a mis des panneaux solaires sur notre toit. Donc, depuis octobre l'année dernière, on a changé notre façon de chauffer notre entreprise. Et puis, c'est une grande chance aujourd'hui, parce que quand on voit aussi le niveau économique, ce qui n'est pas neutre non plus, le commerce équitable, on nage pas sur les milliards, on n'est pas une multinationale. Mais donc, le bilan, c'était le plus grand problème, l'énergie qu'on utilise pour nous. Après, on a analysé ce qu'on consomme aussi comme transport au niveau national, et ça, c'était intéressant, c'est très faible. On pensait que ça aurait plus d'impact, mais comme c'est bien organisé, ça n'a pas un impact aussi énorme. Et après, le plus grand impact qui venait, c'était le transport des collaborateurs. Et là, le confinement nous a bien aidés, puisque aujourd'hui, la majorité des personnes travaillent aussi depuis leur domicile. Donc, ça veut dire qu'il y a moins de transport de la part des collaborateurs. Vous savez qu'en France, ce n'est pas forcément idéal pour venir en transport en commun. J'ai eu l'expérience aujourd'hui, j'ai réussi à prendre le bus à 3 secondes près. Et après, 3 secondes plus tard, il serait parti parce qu'il n'y a pas de bonne connexion entre les CFF et le bus. Voilà. Donc c'est ça le plus grand facteur qu'on a après le chauffage, c'est les collaborateurs qui viennent travailler en pont. Et comme c'est pas très bien desservi, beaucoup viennent en voiture et c'est ça qui plaise aussi. Et par exemple, la personne qui consomme le plus, c'est celle qui vient de Berne, parce que Berne c'est dans le même canton, finalement, mais c'est quand même assez loin, ça fait beaucoup de kilomètres aller-retour, donc c'est ça. Après, le reste, on n'est pas gourmand en CO2, on n'a pas d'activité. Est-ce que vous allez inclure les filières d'approvisionnement dans Oui, on commence. On a commencé par nous parce que les filières d'approvisionnement, c'est un sacré travail à mettre en place. Mais vous allez pour obtenir les informations aussi. Vous allez commencer. Oui, on a commencé. On a presque fini sur café et chocolat. Merci beaucoup pour cette question effectivement d'importance. Oui. La distance. Ah oui, bien sûr, la distance aussi. Alors la distance, à la base, c'est pas un critère. Notre critère, c'est l'impact social qu'on peut avoir pour un groupe. Je pense que ce serait une discrimination de dire aux Philippins, débrouillez-vous tout seul, à partir de demain, on prend le sucre du Mozambique parce que c'est plus près.
S'ils n'ont plus besoin de nous, on peut le faire, évidemment. Aujourd'hui, nos efforts de développement, ils sont essentiellement en Afrique. Donc c'est plus proche que l'Asie, c'est sûr que l'Asie, c'est de l'autre côté de la planète. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas notre critère principal. Je pense que, par exemple, sur le Mascobado, on va travailler sur les emballages, on va travailler sur l'énergie qui est utilisée pour... On a posé toutes ces questions déjà à la coopérative. C'est pas facile de changer. Et c'est là que, personnellement, je me suis rendu compte aussi que d'avoir des solutions écologiques au niveau du traitement des produits, c'est aussi un luxe qu'on a en Europe, par exemple, et dans les pays développés. Et quand on pose cette question à un Philippin, il ne comprend pas la question. Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est quoi votre problème ou votre question? Et moi, c'est une réflexion aussi intéressante. Mais je pense sincèrement que ce challenge qu'on a aujourd'hui, tous ensemble, qu'on peut le résoudre tous ensemble, et pas seulement toujours en montrant du doigt les produits du commerce équitable, mais aussi en réfléchissant à notre consommation, de passer d'une motorisation à moteur comme on a aujourd'hui qui utilise donc de l'essence, à passer à une motorisation qui utilise de l'électricité, qu'on nous dit aujourd'hui que l'électricité, il n'y en a pas assez, que peut-être on aura un blackout, etc. Pour moi, c'est comme de dire à un alcoolique qu'il arrête de boire du whisky et qu'il passe à la vodka. Peut-être aussi, si on réfléchit à ça sur place, je pense qu'on a un impact encore plus élevé, encore plus important. Donc là, on a des choses à faire au niveau politique aussi local. Ça, c'est mon opinion personnelle. Merci beaucoup Marie-Claire. Est-ce que la réponse est complète? Ça va, monsieur? Oui. Parfait. Plus de questions dans la salle? Ça va, merci beaucoup pour votre attention qui a été soutenue jusqu'au bout. Merci à nos amis en ligne sur Facebook. Un mot de la fin, Lara, pour clore, pour Lara Barantini, vous voulez pour terminer? Je veux remercier tout le monde. Ceux qui se sont déplacés, ceux qui étaient connectés par Facebook, pour la modération, pour les interventions. Et puis voilà, je ne vais pas de mots de fin. Je pense qu'il y a effectivement une transition intérieure qu'on a à faire, mis à part la transition écologique et sociale, mais qu'il ne faut pas perdre de vue le fait qu'il y a aussi des leviers politiques, législatifs qu'il faut maintenant activer pour changer les choses. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous.